En 1904, au cœur de l'Afrique australe, une directive extrême est mise en œuvre contre le peuple Herero. Ce n'est pas un récit imaginaire. Il s'agit d'un des premiers événements majeurs du XXe siècle ayant causé des pertes humaines à grande échelle, souvent peu évoquées dans les récits historiques officiels. En quelques années, une grande partie des communautés Herero et Nama disparaît dans un contexte de conflit colonial intense. Si ce chapitre vous est inconnu, ce n'est pas une coïncidence. C'est une page d'histoire longtemps restée dans l'ombre. Entre 1884 et 1915, un territoire d'Afrique australe, aujourd'hui appelé Namibie, fut placé sous domination allemande. Ce territoire, alors nommé Sud-Ouest africain allemand, devint l'une des principales colonies de l'Empire allemand sur le continent. Cette présence coloniale s'inscrit dans un contexte plus large, celui de la course à la colonisation entre puissances européennes, formalisée lors de la conférence de Berlin de 1884 à 1885. Au cours de cette conférence, l'Allemagne, jusque-là peu engagée dans la colonisation, est devenue un acteur central du partage de l'Afrique. Elle peut reconnaître sa souveraineté sur plusieurs régions, dont le sud-ouest africain, situé entre le fleuve Kunen au nord et le fleuve Orange au sud. L'aventure allemande commence concrètement en 1883 lorsqu'un commerçant, Adolf Ludritz, envoie son représentant Heinrich Vogelsang négocier l'achat d'un territoire sur la côte atlantique auprès du chef local Joseph Frédéric II. Ce dernier, en échange de biens de valeur, cède une partie de son territoire, notamment la baie d'Angra-Pöckna, rebaptisée plus tard bail de Ludritz. Ce premier acte de prise de possession, bien que privé, reçut rapidement le soutien officiel du gouvernement allemand qui, dès 1884, proclama cette zone comme territoire sous sa protection. C'est le début d'une colonisation structurée et planifiée. L'administration allemande s'organise très vite. Gustav Nachtigal, commissaire impérial, a signé des traités de protection avec plusieurs chefs locaux, notamment Maharero, chef des Herero. Ces traités, bien qu'inégaux, permettent à l'Allemagne d'étendre progressivement son influence. Parallèlement, Heinrich Göring, envoyé comme représentant du Reich, s'installe à Otjimbingo, capitale provisoire, où il tente d'asseoir l'autorité allemande. En parallèle, les Basters de Robot, groupe métis déjà organisé militairement, deviennent des alliés fidèles de l'administration coloniale allemande. Cependant, malgré ces alliances, les tensions montent rapidement. En 1885, l'explorateur William Worthington Jordan crée de manière autonome une république appelée Upintonia sur des terres contestées par les Herero. Ce fait provoquer un conflit ouvert qui aboutit à la disparition rapide de cette république et à la disparition violente du Jordan. Ces événements soulignent les rivalités locales et la complexité des dynamiques ethniques. Par ailleurs, la frontière nord du territoire, voisine de l'Angola portugais, pose également problème, car elle coupe les territoires d'ethnie comme les Ovambo, aggravant les tensions. Pour renforcer sa présence, l'Allemagne envoie en 1889 le capitaine Kurt von François avec une troupe de soldats. Il construit un fort à Winterhoek, qui deviendra Windhoek, future capitale de la colonie. Ce lieu devient le centre administratif et militaire de la domination allemande. En 1892, les Allemands construisent le port de Swakopmund afin de contourner leur dépendance au port britannique de Walvis Bay, situé à proximité mais resté sous contrôle britannique. Les premières années de cohabitation entre colons allemands et population locale sont instables. Les Herero, peuple éleveur, espèrent tirer avantage de leur alliance avec les Allemands pour se protéger des attaques des Nama, notamment celles dirigées par Hendrik Witbooi. Pourtant, en 1893, Witbooi engage la lutte contre l'administration allemande. Son refus de se soumettre entraîne plusieurs années de conflit. Finalement, en 1894, sous la pression militaire, il accepte de reconnaître l'autorité allemande, tout en conservant une certaine autonomie. Ces guerriers deviennent alors auxiliaires de l'armée coloniale. Cependant, les tensions ne disparaissent pas. Les Herero, initialement comme alliés, constataient peu à peu la perte de leurs terres au profit des colons. La politique allemande devient plus dure. Les terres fertiles sont confisquées, les déplacements restreints et les maladies animales déciment les troupeaux, plongeant les familles dans la pauvreté. Des réserves sont créées pour les Nama, puis pour les Herero, marquant une séparation forcée entre les groupes et une forme de ségrégation territoriale. Derrière l'organisation de la colonie, une vision profondément inégalitaire se met en place. En effet, les colons allemands considèrent les populations africaines comme inférieures. Cette idéologie justifie l'exclusion des populations locales de l'administration, la confiscation de terres,
ainsi qu'une série de lois discriminatoires. Toute opposition est réprimée, mais les tensions restent vives. La domination allemande, loin d'être pacifique, est marquée dès le départ par la violence, la résistance et une volonté d'exploiter les ressources au détriment des droits des populations autochtones. Cette situation crée un climat explosif qui aboutira, quelques années plus tard, à une révolte de grande ampleur. Le génocide des Herero et des Nama, survenu entre 1904 et 1908 dans le sud-ouest africain allemand, actuel Namibie, est aujourd'hui reconnu comme le premier génocide du XXe siècle. Il s'inscrit dans un contexte de colonisation brutale où l'Empire allemand, fraîchement entré dans la course à l'Afrique après la conférence de Berlin de 1884 à 1885, cherche à imposer son autorité sur un territoire habité par des peuples autochtones pasteurs, principalement les Herero et les Nama. Au fil des années, l'installation progressive des colons allemands entraîne des tensions croissantes, notamment autour de la confiscation des terres, de la perte des pâturages et de la restriction des mouvements traditionnels. Ces frustrations, amplifiées par une crise économique due à une épidémie bovine, atteignent un point de rupture en janvier 1904, lorsque les Herero, sous la direction de Samuel Maharero, se soulèvent. L'attaque d'une garnison allemande à Okanja marque le début du conflit. Les Herero réussissent dans un premier temps à infliger des pertes aux Allemands, mais ils épargnent les femmes et les enfants, manifestant ainsi leur volonté de limiter les violences aux seuls hommes combattants. Face à cette révolte, le Reich réagit avec une sévérité extrême. L'arrivée du général Lothar von Trotha en juin 1904, accompagné de milliers de soldats et de matériel militaire lourd, donne un tournant dramatique au conflit. La stratégie de von Trotha consiste à briser la résistance par l'intimidation. Après une période d'observation, il lance en août 1904 une offensive décisive lors de la bataille de Waterberg. Les troupes allemandes encerclent les Herero, les écrasent sous un feu nourri, puis les repoussent dans le désert du Kalahari. Cette manœuvre n'est pas un simple acte de guerre, elle vise à provoquer leur disparition. Les points d'eau sont contaminés, les sources surveillées et les ordres sont explicites. Dans sa « directive d'éradication » du 2 octobre 1904, von Trotha déclare que tout Herero, homme, femme ou enfant, sera neutralisé s'il est trouvé sur le territoire allemand. Des dizaines de milliers d'Herero meurent ainsi de soif, de faim ou sont touchés lors de leur fuite. Les survivants, capturés ou rendus, sont internés dans des camps de détention, notamment à Shark Island. Marqués des lettres GH pour « Gefangene Herero », détenus Herero, ils subissent les pires sévices, travaux forcés, famine, tests médicaux, notamment ceux menés par le biologiste Jean Fischer dans le cadre d'un programme pseudo-scientifique. L'année suivante, en 1905, c'est au tour des Nama de se révolter, refusant de se soumettre à une autorité aussi brutale. La réponse allemande est tout aussi dure. Hendrik Witbooi, chef des Nama, meurt en octobre de la même année, et près de 20 000 membres de son périssent à leur tournée, dans des conditions similaires à celles des peuples imposés aux Herero. Là encore, la famine, les travaux forcés et la violence institutionnalisée font office de politique officielle. L'année 1908 marque la fin officielle de cette campagne d'éradication, alors que l'Empire allemand ferme les camps de détention. La découverte de diamants dans la baie de Lüderitz pousse les autorités à réorienter leurs priorités économiques, tout en maintenant une structure coloniale fondée sur la répression et la spoliation. Le drame des Herero et des Nama n'est donc pas une conséquence collatérale de la guerre, mais bien le fruit d'une logique destructrice délibérée, initiée en réponse à un soulèvement légitime contre l'injustice coloniale. La directive signée par von Trotha constitue l'un des premiers exemples documentés d'une éradication planifiée par un État moderne, ce qui distingue ce crime de masse des autres violences coloniales contemporaines. Ce sombre épisode reste un rappel fondamental des dérives de l'impérialisme européen, et il continue aujourd'hui de nourrir un travail de mémoire essentiel tant en Namibie qu'en Allemagne. Au début du XXe siècle, la présence allemande dans le sud-ouest africain provoque une opposition croissante. En janvier 1904, Samuel Maharero mène une révolte en réponse à la perte des terres, aux dettes imposées et à la restriction des déplacements. Les attaques visant des infrastructures coloniales, tout en épargnant les civils européens. En réaction, l'Allemagne envoie le général von Trotha et plusieurs milliers de soldats. En août, il lance une offensive à Waterberg, repoussant les combattants vers le désert d'Omaek ou l'Oerar. Le 2 octobre 1904, une directive impose l'éloignement de toute personne d'un groupe ciblé présent sur le territoire. Les points d'eau sont bloqués et les routes surveillées. En peu de temps, de nombreuses personnes disparaissent par manque d'eau, de nourriture ou d'épuisement.
Les survivants sont envoyés dans des camps aux conditions de vie très difficiles. En 1905, les Namas se soulèvent à leur tour, menés par Hendrik Witbooi. Ils subissent alors les mêmes mesures, détention dans des camps côtiers, travaux pénibles, rationnement alimentaire. Après la mort de Witbooi, la résistance s'affaiblit, mais les violences se poursuivent jusqu'en 1908. Ce qui avait commencé comme une révolte devient un processus structuré visant à consolider la domination coloniale. Le déplacement forcé vers des régions hostiles, combiné à un encadrement sévère, transforme l'intervention militaire en politique de contrôle. Ceux qui se rendent sont transférés vers des camps côtiers comme Shark Island ou Lüderitz, exposés à des conditions climatiques extrêmes. Ils y effectuent des tâches pénibles avec une alimentation insuffisante et peu d'hygiène, ce qui favorise la propagation des maladies. Parallèlement, des observations médicales sont exercées sur certains détenus, sans leur consentement, dans le cadre de recherches raciales alors en vogue. Ces pratiques marquent un tournant dans l'histoire des expérimentations en contexte colonial. Ce système repose sur une stratégie d'affaiblissement, isolement, effort physique, privation et perte de repères sociaux. L'objectif semble être une neutralisation durable de groupes entiers et la redistribution de leurs terres. Entre 1904 et 1908, la société namibienne subit des pertes massives. Environ 80% des héréros et près de la moitié des Namas disparaissent. Les structures sociales s'effondrent, les traditions orales se perdent et de nombreuses familles deviennent dépendantes du système colonial. Les terres sont redistribuées aux colons et aux compagnies minières, créant de profondes inégalités foncières. Les survivants sont souvent déplacés, typiques de la réforme des communautés traditionnelles. Il ne s'agit donc pas uniquement de pertes humaines, mais d'un effondrement global du mode de vie, dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. Ce processus marque un tournant majeur dans l'histoire de la région. Après le drame vécu par les héréros et les Namas, certaines pratiques coloniales allemandes ont directement inspiré les politiques du régime nazi entre 1930 et 1940. Les recherches dites raciales du professeur Eugen Fischer, menées en Afrique, ont contribué à nourrir l'idéologie hygiéniste allemande. Fischer forme Ottmar von Verschuer, qui enseignera plus tard à Joseph Mengele, tristement connu pour ses expériences pseudo-scientifiques à Auschwitz. Les méthodes utilisées en Namibie, internement, travail forcé, privation organisée, ont servi de terrain d'expérimentation pour une logique de déshumanisation ensuite rationalisée par le Troisième Reich. Des officiers coloniaux comme Franz Ritter von Epe, impliqués dans la répression des soulèvements, réapparaissent plus tard dans l'appareil nazi. Cette continuité entre colonisation et totalitarisme montre comment des idéologies de domination ont circulé d'un espace à l'autre. Ce lien est renforcé par une culture politique fondée sur une vision hiérarchisée de l'humanité, où les peuples africains étaient considérés comme inférieurs. Cette même logique alimentera ensuite la persécution des Juifs, des Roms et d'autres minorités dans l'Europe nazie. Des figures comme Karl Peters, glorifiées dans les récits coloniaux, seront même utilisées comme modèles dans la propagande du régime. Malgré la gravité des faits, le génocide héréro-nama est longtemps resté absent des manuels scolaires et du débat public. En Allemagne, l'enseignement de la Shoah occupe une place centrale, à juste titre, mais les crimes coloniaux restent largement méconnus. Le mot « génocide » n'est formellement reconnu par Berlin qu'en 2021, dans une déclaration à portée uniquement morale. Heureusement, les choses commencent à évoluer. En Namibie, le 28 mai est désormais une journée nationale de commémoration. À Berlin, des expositions, des projets citoyens comme Decolonial et la restitution de restes humains volés à l'époque coloniale participent à cette lente reconstruction de la mémoire. Les descendants des victimes s'expriment dans des forums internationaux, appelant à une reconnaissance réelle et à une réparation digne. Le génocide des héréros et des Namas n'est pas un accident de l'histoire, mais un projet structuré, pensé et mis en œuvre avec méthode. Il constitue un avertissement historique. Effacer l'histoire, c'est permettre qu'elle recommence ailleurs. À la jeunesse africaine et à tous ceux qui souhaitent bâtir un avenir plus juste, il revient de transmettre cette mémoire. Non par vengeance, mais pour éclairer les consciences. Car se souvenir, c'est résister. Et résister à l'oubli, c'est rendre justice.